Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photographie et de l'image pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis avec Brigitte Patient. Je suis assez impressionnée aujourd'hui de vous recevoir car vous êtes une personnalité de la radio française. Vous avez présenté et produit de 2012 à 2019 l'émission bien connue Regardez voir, qui est consacrée à la photographie sur France Inter. Le format continue sous la forme d'un podcast qui s'appelle Écoutez voir, que l'on peut retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Et sur votre site internet, on peut lire que vous collaborez avec le Centre d'art contemporain photographique Villa Perrochon à Niort pour les vidéos questions d'images. Et vous animez des ateliers pour armer les jeunes photographes face aux médias. Et vous êtes aussi vice-présidente du conseil d'administration du pôle photographique Stimultania, qui est basé à Strasbourg et à Givors. Dans cet entretien, on va revenir sur votre émission Regardez voir et Écoutez voir et ses évolutions, mais aussi les autres projets que vous menez. J'aimerais qu'on parle des conférences et des ateliers aux médias, mais aussi des projets actuels. Par exemple, vous m'aviez dit que vous aviez un projet à la prison de Fleury-Mérogis. Donc ça m'intéresse qu'on creuse dans tous ces sujets. Avant qu'on commence, je voulais juste remercier Pierre-Yves Mahé qui nous prête un espace au quai de la photo. On est sur une péniche, donc voilà, vous entendrez peut-être des vagues, enfin en tout cas elle a peut-être une petite houle. et aussi, vous avez peut-être entendu, j'ai perdu ma voix il y a 5 jours, donc voilà, donc j'espère que ma voix n'est pas trop différente d'habitude. Pour commencer notre entretien, Brigitte, est-ce que tu pourrais revenir sur l'environnement familial dans lequel tu as grandi, le lien aux images en particulier? Le lien aux images, alors il n'y avait pas beaucoup d'environnement culturel. Je suis née dans une ferme. Enfin, je suis née comme tout un chacun à la maternité, mais j'ai été élevée dans une ferme, donc la culture, la culture était présente, mais pas celle dont vous parlez, Marine. Donc j'ai navigué comme ça entre la terre, les herbages et des magazines dans lesquels j'étais tout le temps accrochée par des photographies. Et c'était un peu ma culture. Je n'allais pas au théâtre ni au cinéma, mais très tôt, je suis allée dans des galeries parisiennes pour voir des expositions. Et ce qui m'attirait, c'était l'image, la photographie. Et puis Vous habitiez où à ce moment-là? Dans le Berry, à Bourges, à côté de Bourges. Et c'est vrai que vraiment, j'avais pas tellement de culture entre guillemets. Mes parents n'allaient pas au cinéma, n'allaient pas au théâtre, et je lisais les romans photos de ma grand-mère. Donc, si je peux avoir un rapport avec la photographie, c'est peut-être l'image du roman photo avec les bulles que je regardais. Mais voilà, ça se résume un peu à cela. Et du coup, la formation que vous avez pu faire, est-ce qu'elle était liée à la photographie? J'ai pu lire que non, mais ça m'intéresserait. Pas du tout. La formation que j'ai effectuée, c'est l'école normale à l'époque pour devenir instite. Et donc, j'ai été instite assez longtemps, quand même 9 ans. Et parallèlement à mon métier d'institutrice, j'ai découvert la radio. En fait, ça s'est passé de cette façon-là. C'est-à-dire qu'au début, je faisais de la radio de façon bénévole. Et puis après, je suis allée à Paris pour trouver du travail dans le monde de la radio. Et je l'ai trouvé en Suisse, à la radio suisse romande, finalement. Puis je suis revenue ensuite en France pour rentrer à France Inter. Mais je n'ai pas eu de formation ni de journalisme, ni en photographie. Et en radio, c'était quel type d'émission et qu'est-ce qui t'a intéressé à la radio au début et qui a fait que tu as fait aussi ce choix de changer d'emploi? Alors au tout début, d'abord j'étais une grande auditrice de la radio quand j'étais petite, quand j'étais même adolescente, puisque chez moi il n'y avait pas la télévision, et j'étais absolument fascinée par les voix, par les silences, par tout ce que le mot pouvait transporter, pouvait fabriquer dans notre tête comme image. Ça, c'est important. Et quand je suis allée à la radio, ce qui m'a d'abord fascinée, c'est d'entendre ma voix, parce que je ne savais pas que ma voix pouvait être intéressante. Et ensuite, j'ai assez vite créé un feuilleton radiophonique qui s'appelait Les Aventures de Lucie. Dans ce feuilleton, j'étais Lucie, j'étais l'héroïne, et j'avais un narrateur. Et ce qui m'a là encore
épaté, c'est que avec ces aventures que je fabriquais de A à Z, j'allais en reportage et je créais vraiment des images avec le son. Ça m'a vraiment tenue dans ce métier que je découvrais. Et puis ensuite, à la radio suisse romande, j'étais à Couleur 3, qui était une radio hyper novatrice. Je faisais des chroniques qui étaient très liées à l'image. Par exemple, je prenais une photographie ou une toile, une peinture, j'allais dans la rue et je demandais aux gens de se placer dans l'image et de me dire leurs impressions, leurs dialogues et est-ce que le décor leur plaisait. Je construisais des histoires sonores à partir d'images. Donc là, il y avait déjà quelque chose autour de l'image et de la radio. Et aussi peut-être un lien aussi avec la pédagogie ou en tout cas envie de transmettre. Absolument, mais ça c'est vraiment quelque chose qui me tient. C'est quand j'étais enseignante, j'adorais transmettre aux enfants ou aux adolescents. Et puis après, dans mon parcours, il a toujours été question de transmission, d'être une passeuse entre guillemets, aussi bien de la culture en général, puis petit à petit de ce qu'est le monde de la photographie, de ce qu'est le métier de photographe et comment on peut regarder une image, comment on peut apprendre à la décoder, à se l'approprier. Ou à partir d'une image, oui. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur la genèse de cette émission Regardez voir. Donc elle a été lancée en 2012. Est-ce qu'on pourrait revenir sur quel était le contexte à ce moment-là de cette émission ? Cette émission, je l'avais proposée depuis l'an 2000 à ma direction, à France Inter. Et à chaque fois, on me répondait la même chose. Mais enfin, Brigitte, la photo à la radio. En 2000, on avait déjà un peu nos téléphones portables qui prenaient des photos. Mais c'était quand même un balbutiement, on va dire, même si les téléphones portables existaient. Et puis, j'étais donc depuis toujours tout de même attirée par la photographie. J'avais envie d'en faire quelque chose à France Inter où je travaillais. Et je proposais ce projet. Et il était tous les ans refusé. Et puis, je le remaniais d'une année sur l'autre. Je trouvais un autre titre. Je trouvais d'autres arguments. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. En 2011, la direction qui avait changé, puisque la direction à France Inter change souvent, a accepté le projet. Alors peut-être j'avais de nouveaux arguments, peut-être l'amplification de l'image, des festivals, des livres photos qui étaient partout m'ont soutenu dans ce projet. Mais voilà, je l'ai réalisé avec l'idée de dire, mais enfin, sur France Inter, on parle de films, on parle de littérature. Or, l'auditeur ne voit pas les mots des romans dont on parle, ne voit pas les images des films dont on parle. Donc la photo, ça va être exactement la même chose. Je vais donner la parole à des photographes. Mon idée, c'était aussi de donner la parole à des photographes connus, émergents, mais de soutenir la photographie parce que je me rendais bien compte que dans la radio, par exemple, à l'époque, à France Inter, il n'y avait pas d'autres émissions sur la photographie. Donc c'était ça l'idée de départ que j'ai finalement pu réaliser. Et le format, quel était le format au début et ses évolutions aussi ? Oui, il y a eu beaucoup d'évolutions. Bah oui, c'est pour ça, c'est intéressant. Au début, le format était de 45-50 minutes. C'était le jeudi soir. L'émission a beaucoup changé de place dans la grille des programmes, d'horaire. Au début, c'était formidable. J'avais donc 45-50 minutes en direct. Et puis après, c'est devenu, à la fin de ma présence à France Inter, je n'avais plus que 5 minutes le samedi, 5 minutes le dimanche. Et puis l'été, en contrepartie, j'avais une émission d'été qui durait 1 heure en juillet et en août. Donc c'est un format qui a beaucoup bougé, suivant les directions et les décisions de la direction de France Inter, avec toujours ce souci de devoir me justifier, de devoir dire que la photographie c'était hyper important dans le monde d'aujourd'hui, que le monde était connu en partie grâce à la photographie, mais peut-être je n'avais pas assez de stars qui pouvaient faire en sorte que la direction de l'époque
veuille bien laisser l'émission sur la grille. Mais c'est vrai que les sujets culturels, je pense qu'il y en a qui sont plus ou moins à la mode aussi, ou en tout cas plus effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, ils ne voyaient pas un intérêt d'audience qui était assez... Oui, c'est ça, c'est sûr que, comme me disait la directrice de l'époque, je m'adressais à une niche, mais bon nombre de sujets peuvent s'adresser à une niche et puis déborder de la niche. Enfin, moi, ça me semblait hyper intéressant. Et puis, l'émission, donc, finalement, vous le savez, s'est arrêtée, sans que je le veuille, évidemment, parce que, alors, la décision de la direction, je ne sais pas où elle est. Est-ce qu'elle coûtait trop cher, cette émission, même si, en tant que femme, j'étais moins payée que les producteurs, même si je ne coûtais pas cher. Voilà, il fallait peut-être aussi faire de la place aux jeunes, parce que vous imaginez bien que, voilà, j'ai une carrière, donc ça, je veux bien l'entendre. Mais depuis, malheureusement, il n'y a pas une autre émission sur France Inter, sur la photographie. Et le format, quel était voilà, comment a été composée cette émission? Alors, le format a aussi évolué parce que la durée a évolué, mais peut-être, voilà, les quelques formats pour se remémorer. Alors, on peut l'écouter toujours, hein. Elle est toujours sur le site de Radio France en podcast. Le format, c'était simple. J'avais 45 minutes avec à l'intérieur des passages obligés qui étaient par exemple la programmation musicale. J'avais avec moi un programmateur qui programmait trois titres pendant les 45 minutes. Et puis, j'étais libre, mais vraiment hyper libre de choisir le sujet. Donc, soit j'avais un invité principal qui était un photographe ou un acteur du monde de la photographie. Et c'était une émission avec un entretien. Soit j'avais 2 ou 3 invités, par exemple, je me souviens d'une émission qui s'appelait « Comment vivent les photographes aujourd'hui » où là j'avais plusieurs invités qui me parlaient de la difficulté pour les photographes de vivre de leur métier avec la place de la photographie dans la presse qui s'amenuisait. Et à partir de là, je construisais, je préparais les interviews et l'émission se faisait ainsi. Et quand j'avais un seul invité, par exemple Jean-Claude Gautran, je sais pas pourquoi il me revient en mémoire alors qu'il est décédé et que c'est un homme merveilleux, bien au début de l'émission, toujours c'était un peu ma petite marque de fabrique, je choisissais une photographie de Jean-Claude Gautran que je faisais regarder spectateur lambda qui, a priori, n'avait pas de lien avec la photographie et qui simplement disait ce qu'il voyait et qui disait aussi ce qu'il interprétait de cette image, où ça l'emmenait. Et à partir de là, je faisais écouter ce son à l'invité qui réagissait et ensuite la conversation se poursuivait. C'était un peu la construction de l'émission, même s'il y a eu aussi quelques fois où je faisais une petite revue de presse, un agenda. J'ai eu aussi des chroniqueurs, un seul, parce qu'évidemment, j'avais pas de sous, j'avais pas de budget pour payer ces fameux chroniqueurs. Donc, j'étais en partenariat. J'ai été en partenariat avec Réponse Photo à l'époque. C'était Sylvie Hugues et Jean-Christophe Béchet. Après, j'ai été en partenariat avec Fisheye, où là, Rick Carsanti venait nous parler du numéro qui allait paraître. Voilà. Mais en résumé, c'était un peu la composition de l'émission et c'était assez simple. Être journaliste à France Inter, on est salarié ou on est... quel est le statut Non, quand on est au programme, les programmes, c'est tout ce qui existe en dehors des infos. On est au cachet. Et on a des contrats de grille qui vont de septembre à juin. Et ces contrats de grille nous donnent le statut d'intermittent du spectacle, même si on ne touche pas d'ACEDIC, heureusement, puisqu'on a un salaire quand même qui va de septembre à juin. Pendant l'été, on touche des congés spectacles. Ça, c'est pour le côté un peu administratif. Et chaque année, au mois de avril, mai... on essaie de savoir si à la rentrée prochaine, on aura toujours notre émission. On sera toujours sur France Inter. Et soit chaque année, on propose un projet nouveau pour, si on sent que notre émission est un peu en danger, soit l'émission marche très fort et à ce moment-là, on a rendez-vous avec la direction qui nous dit que l'émission continuera à la rentrée. Donc c'est un statut très particulier, ouais.
Le format, vous nous disiez que vous étiez libre par rapport aux invités, que vous travailliez avec quelqu'un qui faisait la programmation musique. Par rapport aux autres personnes chez France Inter, est-ce que vous travailliez vraiment seul, ou quel est un peu le lien avec le reste aussi des équipes? Je trouve ça aussi, parce que effectivement, souvent on peut entendre une émission, on a une voix qui peut être très incarnée, mais quel est aussi le lien, voilà, avec les personnes de l'ombre, ou est-ce que vous étiez seul? Alors non, au début, pour faire regarder voir dans la formule 1 heure ou 45 minutes, j'avais une équipe, c'est-à-dire une assistante qui, elle, si je lui disais, par exemple, j'ai très envie de recevoir Elina Broterus, elle cherchait à contacter Elina, à voir son actualité, à préparer un dossier sur Elina Broterus. Ça, c'était mon assistante, j'en ai eu plusieurs, mais on a été assez fidèles les unes envers les autres, c'était souvent que des femmes. Et c'était très important, la place de ce qu'on appelle des attachés de production ou des assistantes. Et puis par ailleurs, un réalisateur ou une réalisatrice qui mettait en onde, c'est-à-dire avec qui nous faisions le conducteur de l'émission et qui essayait de trouver des sons. Par exemple, si j'avais comme invité... je ne sais plus, j'en ai tellement eu, je ne sais plus. Eh bien, ils pouvaient chercher des archives en lien avec l'invité. Et dans ce cas-là, on préparait tout le conducteur de l'émission, musique, archives, micro, interview. Et puis le programmateur musical. Et puis voilà. Et au fur et à mesure du temps, quand je suis passée dans ce que j'appelais ces chroniques du samedi et du dimanche matin, mon équipe a disparu. C'est-à-dire que je n'avais plus d'assistante, je n'avais plus de personne non plus qui faisait la page web de l'émission. Et j'avais une réalisatrice, Juliette Gou, qui montait les petits reportages ou les chroniques que je réalisais. Voilà, c'était à peu près le fonctionnement de l'équipe. Et après, dans le sein de la maison de la radio, comme dans toute entreprise, on a des relations avec des gens qu'on aime bien. Moi, mon bureau était à côté de celui de François-Régis Gaudry, donc on va déguster, donc ça se passait bien. Voilà, Noël Bréham qui avait les petits bateaux, c'était très lié à la vie au sein de France Inter, quoi. Qui est-ce qu'on côtoyait et puis qui est-ce qu'on croisait régulièrement dans les couloirs. C'est super intéressant effectivement d'avoir votre retour sur comment est-ce qu'on monte une émission à France Inter. Et là, du coup, vous avez un podcast, Écoutez Voir, encore sur cette thématique de l'équipe, de format. Est-ce qu'on pourrait peut-être prendre le dernier épisode ou alors un épisode et que vous nous expliquiez un petit peu quelles sont les étapes aujourd'hui pour ce podcast? Je trouve ça aussi intéressant de comprendre l'envers du décor, entre guillemets. Alors, pour réaliser ce podcast que je voulais au départ faire toute seule, bravo à vous, Marine, parce que je trouve que vous êtes très courageuse. Je me suis en fait adressée à une boîte de production qui est celle de Thomas Baumgartner, que j'avais connu quand j'étais à France Inter et lui à France Culture. Enfin, on s'était croisés. Parce que justement, je passer l'étape d'une équipe à la solitude pour faire un podcast, je trouvais ça compliqué. Et dans la boîte de production de Thomas Baumgartner, j'ai trouvé une équipe pour accomplir mes envies de podcast. Donc, un directeur de prod, une réalisatrice, et puis une personne qui s'occupe des réseaux sociaux. Donc l'idée, vous pensez bien, si vous avez écouté voir que je n'ai pas énormément changé par rapport à regarder voir. C'est-à-dire que je décide de recevoir un invité. Là, par contre, je n'ai plus d'assistante, donc je prépare mes dossiers toute seule, mon dossier toute seule, c'est-à-dire préparer l'interview, ce que vous faites aussi.
Et puis, Thomas Baumgartner ou quelqu'un de Wave contacte la personne, prend rendez-vous, et puis on se déplace avec les micros, les pieds de micro, enfin tout ce que vous connaissez. Et puis on arrive au rendez-vous, on espère que l'invité sera là, et on enregistre. Et avant, moi, ce que je fais, de mon côté, préparer l'interview, c'est une chose, mais je prends aussi une image que l'invité a choisie et que je vais porter sous les yeux d'une personne qui n'a rien à voir avec le monde de la photo. Et ça, c'est vraiment sûr, parce que souvent, je trouve des gens dans ma campagne et ils ne sont pas du monde de la photo. Et puis j'enregistre ces mots et puis je fais écouter à l'invité et ainsi démarre la discussion avec l'invité. Donc la formule n'a pas énormément changé. Ce qui a changé, c'est trouver des partenariats pour réaliser ce podcast, trouver des partenaires pour faire en sorte que le projet puisse se faire, puisque j'ai une boîte de prod qui s'appelle wave.audio. Et la fréquence, elle est régulière ou j'ai vu effectivement les dates. Alors pour l'instant, la fréquence est de un podcast par mois. On espère arriver à 2 podcasts par mois, mais tout dépend de comment on va se débrouiller pour les produire, ces podcasts. Et quand on parle de partenaires, c'est des partenaires qui vont soutenir financièrement le podcast. Oui, c'est ça. Quand on parle de partenaires pour écouter voir, c'est des partenaires qui vont soutenir financièrement le podcast, puisque la réalisation, la production de ce podcast coûte. Et ce sont, par exemple, on a travaillé avec Neuflise, qui fêtait l'anniversaire de la collection, et Neuflise, Caroline Stein nous en a commandé plusieurs, avec l'AECA, Paolo Roversi, avec l'Institut pour la photographie, Swiss Life, voilà. Donc ce sont des partenaires financiers, on va dire, mais aussi intellectuellement, en tout cas, moi, ça ne me pose pas de problème, parce que ça pourrait m'en poser un problème d'être en partenariat avec une boîte avec qui je n'ai rien à faire, sauf que par exemple Neuflise, ils ont une telle collection qu'à l'intérieur de la collection, j'ai évidemment trouvé un grand plaisir à interviewer Corinne Mercadier, Lina Broterus, etc., etc. Oui, c'est vrai, là, c'est du contenu qui est très intéressant. Enfin, on n'est pas juste sur une marque, on est vraiment sur une création de contenu qui est aligné par rapport à la ligne éditoriale et qui fait sens. C'est ça, ça fait sens, bien sûr. Ça m'intéresse aussi qu'on parle des autres projets. Alors du coup, les conférences et les ateliers, et un petit peu comprendre comment ils sont arrivés à vous, et puis comment ils s'organisent un petit peu, voilà. Alors on prend d'abord les ateliers, ce que j'appelle les ateliers médias. En fait, c'est marrant parce que c'est toujours lié à la transmission. Donc un jour j'étais à Vendôme aux promenades photographiques, et puis j'ai rencontré Julien Daniel, qui est chez Myope et qui était, parce que maintenant il a repris son travail de photographe à plein temps, il était professeur à l'école des métiers de l'information, qui est une école coopérative qui me plaît beaucoup, l'EMI. Et puis il me parlait de la filière photojournaliste qu'il gérait à l'EMI avec Guillaume Herbeau. Et il me dit, mais ça t'intéresserait pas de venir pour donner une formation à nos étudiants en photographie, mais sur la prise de parole sur son travail. Alors j'ai conçu 2 jours de formation, et depuis 2 ans je vais à l'EMI travailler avec les nouveaux étudiants sur comment être interviewé, enfin c'est surtout comment répondre à un entretien quand un journaliste vous pose des questions sur votre travail, sur une série qui est terminée ou qui est en cours. Donc c'est 2 jours passionnants. Là encore, c'est vrai, dans la transmission, j'aime vraiment faire ça. Certains se débrouillent très bien, ils ont presque pas besoin de moi, mais d'autres c'est plus compliqué parce que le micro c'est stressant, parce que quelquefois on fait des exercices où je leur demande en 3 minutes de faire un pitch sur leur série. Voilà, donc ça me plaît beaucoup. Et je fais un autre atelier avec l'œil de l'esprit, qui est un atelier qui se déroule de la même façon, c'est-à-dire que là ce sont des gens qui sont photographes,
jeunes ou moins jeunes, et qui suivent cette formation pendant 2 jours pour répondre à des questions, s'entraîner à parler au micro et à parler de son travail photographique. Donc ça s'est organisé comme ça, ces ateliers, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont venus vers moi. Je n'y pensais pas parce que j'ai la tête parfois un peu en l'air, et j'aime vraiment beaucoup faire ça. À Fleury-Mérogis, est-ce que c'est un atelier comme celui-ci ou non, c'est différent? Le travail que je fais à Fleury-Mérogis, qui est incroyable, qui est passionnant aussi, c'est Mélanie Wenger, qui est photographe, qui s'occupe du collectif Inland, photographie documentaire, avec des photographes du monde entier. Depuis quelques années, elle va travailler dans les prisons en France. Elle mène des ateliers avec des détenus, des personnes détenues, femmes ou hommes, des ateliers qui sont sur le portrait. Comment aujourd'hui, quand on est enfermé, quand on est une personne détenue, on peut capter son image, de quelle façon et qu'est-ce qu'on fait avec cette image. Je résume. Et donc l'année dernière, elle m'a sollicité pour accompagner le projet, venir avec elle et Ariane, qui était l'autre personne qui était dans ce projet, Ariane Kowalewski, pour venir, moi, faire des portraits sonores de ces personnes détenues. Donc j'y suis allée pour la première fois l'année dernière. Elle m'avait déjà demandé auparavant, mais j'étais vraiment pas dispo. Et l'année dernière, je suis allée à Fleury avec elle. Elle travaillait avec des personnes détenues des longues peines. Ces personnes étaient au nombre de 10. Et j'ai réalisé 10 portraits sonores avec ces hommes. Il s'agissait d'hommes qui vivent des longues peines. Ça m'a bouleversée, passionnée, épatée. Enfin bon, je sais pas quoi vous dire. C'était vraiment un boulot très intéressant, non seulement au niveau son, parce que je me retrouvais dans une toute petite cellule avec mon petit studio comme vous, et j'étais face à une personne à qui je posais des questions et qui ont débordé toujours de la photographie, qui me parlait de leur vie à l'intérieur, de leur vie dehors. Je suis sortie de là assez bouleversée, ça m'a bien pris la tête pendant longtemps. Et cette année, je viens de le faire là, j'étais toujours à Fleury-Mérogis avec Mélanie Wenger toujours et Monica Santos qui est à Zone I, je ne sais pas si vous connaissez. Si, elle est passée dans le podcast voilà. aussi. Où elle gérait bien sûr l'atelier pendant 15 jours. Et moi, j'y suis allée une semaine et j'ai fait des portraits sonores, cette fois-ci de 2 groupes de détenus, c'est-à-dire 20 détenus. Et c'était des courtes peines. Et c'était évidemment très différent de ce que j'ai vécu l'année dernière, parce que ces hommes, puisqu'il s'agit encore d'hommes, sont dans l'attente de la sortie qui va arriver bientôt, sont plus jeunes, la plupart du temps étrangers, parlaient très mal pour certains le français. Ah oui. Donc c'était compliqué de faire des entretiens, mais là je viens de terminer le montage. C'est différent de l'année dernière, mais ça va être passionnant. Et ensuite les sons vont être mis avec les images qui ont été réalisées pendant ces ateliers. On fait une restitution à Fleury-Mérogis au mois d'avril, et puis ensuite quand tout le projet de Mélanie Wenger sera terminé, ce projet s'appelle 114. Eh bien, on espère que Mélanie réussira à l'exposer dans une institution, dans un festival ou ailleurs. En avril, on peut le voir ou c'est juste pour les détenus? Non, la restitution en avril aura lieu dans le centre de Fleury-Mérogis. Ce seront les détenus qui ont participé à l'atelier. Et je crois qu'ils ont le droit d'inviter 1 ou 2 collègues, comme ils disent. Voilà, pour l'instant, la restitution se fera à l'intérieur, parce qu'il y a toute une affaire de validation quand on est au sein de l'administration pénitentiaire. Donc c'est assez compliqué, mais j'espère que Mélanie réussira à montrer ce gros projet plus tard. C'est très intéressant. Et quel est votre rôle à Simultania ? Alors, mon rôle à Simultania, c'est un rôle dans le bureau. Simultania étant géré par une association, donc on est bénévole. Donc Mélanie est secrétaire et moi je suis vice-présidente parce que j'habite quand même pas à Strasbourg et que vu les problèmes, enfin le travail de Simultania, heureusement que Arsène Hoth est le président, parce que je n'aurais pas pu gérer comme il le fait si bien l'équipe de salariés. Simultania, c'est un pôle de photographie qui est à Strasbourg,
qui est un lieu d'exposition où en ce moment il y a une exposition de Stéphane Lagoutte, stratigraphie, une exposition sur Beyrouth. Et c'est aussi un lieu à Givors. Et Givors, c'est un lieu de résidence, de création. Et je suis vice-présidente, ça veut dire que avec le bureau, avec Céline Duval, la directrice, on se réunit souvent par Zoom. Elle nous pose des questions. Quelquefois, elle a besoin de soutien. Quelquefois, on l'aide à, non pas à prendre des décisions, mais à échanger en tout cas. À changer les choses ou à bouger les choses. Il y a une équipe de salariés qui est absolument formidable. Et quand j'ai quitté France Inter, Céline est venue vers moi pour me proposer ça. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est d'être de l'autre côté finalement. De voir comment un centre photographique vit avec des salariés, comment ça se gère, quelles sont les questions posées, quels sont les chantiers à mener. Et donc, par exemple, avec Mélanie, justement, nous, on mène de notre petit côté un chantier qui s'appelle communication avec les salariés. C'est super intéressant, vraiment, vraiment. Et je vais à chaque vernissage parce que c'est important d'être là avec l'équipe. Ça fait partie du réseau à Diagonale, donc c'est aussi intéressant, je pense, d'avoir, effectivement, c'est très local parce qu'on est sur un territoire, mais aussi ce maillage, effectivement. Mais oui, ça c'est assez formidable d'être dans le réseau Diagonale. À chaque réunion du réseau, c'est Céline, évidemment, la directrice qui va, mais elle nous fait part de ce qui se passe. Et c'est vrai que tous ces lieux en France, grâce à Diagonale, ont un lien important, ne serait-ce aussi que parfois avec les coproductions qui vont d'un lieu à l'autre. C'est vrai que c'est ceux qui vont voir une exposition à la Villa Perrochon ne vont pas forcément aller la voir à Strasbourg, quoi. Donc c'est important tout ce qui est soutien et lien entre ces lieux photographiques en France grâce à Diagonale, oui. Je pense qu'on a quand même de la chance d'avoir ce maillage en tout cas et cette entraide qui permet que les informations circulent. Les informations circulent, les expositions circulent, et aussi quelquefois des réunions autour de choses très pratiques, très administratives, les droits d'auteur, enfin je ne sais quoi. Il y a vraiment un boulot qui est fait incroyablement bien au sein de Diagonale, oui. Quelles sont les évolutions ou les tendances, ou en tout cas ce que tu as pu apercevoir dans le milieu de la photographie depuis ces dernières années, et qu'est-ce que tu aperçois dans les prochaines? Apercevoir pour les prochaines années, c'est compliqué, même s'il y a toute cette question de l'intelligence artificielle qui est là, avec déjà des photographes qui travaillent autour de ce sujet. Je pense à Johan von Couberta qui a fait un petit livre là-dessus et qui est vraiment intéressant. Je vois la place des femmes photographes qui petit à petit s'amplifie. Il serait temps que les femmes photographes soient exposées autant que les hommes, soient montrées, soient reconnues. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ce sens. Là, il y a par exemple les filles de la photo, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a Sylviane Van de Mortel qui a sorti un petit livre à ce sujet. Il y a plein de gens qui quand même maintenant font en sorte que une sorte d'équilibre soit respecté. Ça, c'est plutôt très très positif. Je vois aussi autant on peut parler de l'intelligence artificielle, autant on pourrait aussi parler de tous ces photographes qui reviennent à des techniques anciennes, en se les appropriant et en faisant des créations qui, pour moi, sont vraiment captivantes, intéressantes. Il y a quelque chose autour de la photographie documentaire et du photojournalisme qui est en train de se créer. J'ai l'impression que les photojournalistes, comme on les percevait avant, sont en train de pas disparaître, parce qu'il y a toujours évidemment des photojournalistes qui ont ce nom et qui ont tous les critères pour avoir ce nom, cette étiquette, qui partent au front, qui partent dans les conflits, sont toujours là. Mais j'ai l'impression que la photo documentaire est en train de prendre le pas sur ce qu'on appelait avant le photojournalisme, que les frontières ne sont plus si claires. Et pour quelle raison, vous pensez ? Peut-être parce que le photojournalisme n'a plus tellement sa place dans la presse aujourd'hui.
si on regarde la presse quotidienne ou la presse régionale ou la presse mensuelle, enfin les magazines, il y a de moins en moins de place pour les photojournalistes. Alors peut-être que pour un lecteur, on est plus attiré par des sujets qui sont plus au long cours, avec des photographes qui vont s'emparer d'un sujet et vont le traiter longuement, et non pas comme des journalistes qui, eux, n'ont pas beaucoup de temps, sont payés 2 jours ou 3 jours pour aller sur un terrain, revenir avec des photographies. Peut-être c'est lié à ça. Quand je parle de la presse, je pense aussi à la pauvreté, à la difficulté des photographes pour vivre de leur métier. Ça, c'est une évolution qui est pas du tout positive. Moi, je sais pas, je connais un photographe qui récemment qui est pas jeune, qui vient de reprendre son métier d'avant parce qu'il n'arrive pas à vivre de ce métier. Voilà, les livres de photos qui se vendent difficilement, enfin. Mais qui se multiplient. Enfin, en tout cas, les éditeurs Les éditeurs, ouais, qui se multiplient, mais sur des sujets, en tout cas, peut-être des niches, quoi, en tout cas. Ouais, on revient à l'histoire de la niche. Moi, je sais pas comment les éditeurs font pour vivre, c'est vraiment hyper dur, quoi. C'est vraiment hyper dur. Et le nombre de mails, j'ai encore répondu hier soir à un message d'un photographe qui m'écrit pour que je fasse quelque chose pour lui sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, parce qu'il fait une campagne de crowdfunding. Voilà, et qu'il a du mal à aboutir au 100% du financement. Et je lui ai répondu que c'était compliqué pour moi parce que j'en reçois beaucoup. Bien sûr. Et qu'en plus, quelquefois, je reçois des demandes de photographes que je connais. Au moins, je connais leur travail. Je pourrais dire, allez-y, aidez. Mais là, en l'occurrence, ce photographe, je ne le connais pas. Donc, je lui ai répondu que c'était horrible, je refusais, mais que je serais ravie de voir le livre quand il sera produit, je l'espère. Et puis que là, je pourrais faire quelque chose. Ça, c'est vraiment de plus en plus fréquent, quoi. Où un photographe se finance avec le crowdfunding, avec des sponsors, mais c'est hyper compliqué, quoi. Donc, c'est pas génial comme paysage de la photographie aujourd'hui. Et les raisons, vous pensez que c'est la presse, qu'en fait, l'équilibre... qu'il y avait pas mal de photographes qui avaient leurs revenus, une grosse partie des revenus qui venaient de la presse, ce déséquilibre, en tout cas cette fragilité. Moi, je pense que oui, pour les photojournalistes, beaucoup travaillaient énormément avec la presse. Enfin, mais là, tout à coup, je parle de gens qui ont maintenant aujourd'hui peut-être 70 ans et qui ont vécu les grandes heures du photojournalisme et qui partaient, qui avaient tous les frais payés. Évidemment, ça n'existe plus. Quand un photojournaliste est appelé par un journal, il a très peu de jours. Je pense que quelquefois, il part même à ses frais, même si il est sûr qu'après, son projet sera acheté par le journal en question, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, je pense que beaucoup des problèmes viennent de là, avec l'image qui n'est plus centrale dans certains journaux, ou alors on prend des images qui sont faites au portable, ou des images qui sont faites par les citoyens et qu'on récupère comme on peut, sans payer de droits d'auteur évidemment, on signe même pas. Enfin, voyez tout ce micmac, tout ce flou dans le monde de la photographie, avec cette photographie que tout un chacun s'est accaparé, et on se croit tous photographes, et voilà. Je pense que c'est une des conséquences, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait, la presse est aussi fragilisée parce que la plupart des je pense qu'on paye plus vraiment d'abonnements, enfin on paye beaucoup moins d'abonnements à des médias. Et donc du coup, effectivement, il y avait plus d'argent dans les médias parce que les personnes achetaient la presse papier, ou en tout cas prenaient cet abonnement ou l'achetaient à l'unité, et avec le numérique, il y a absolument plein d'autres raisons, mais moi j'ai l'impression que donc en fait la responsabilité est aussi sur le citoyen. Sur le lambda. citoyen. Mais heureusement, il y a, parce qu'on parle de la place des photographes dans la presse, mais heureusement, il y a des institutions, des festivals, des actions qui montrent
la photographie d'aujourd'hui, et j'ai oublié de dire quelque chose à propos de mon émission à France Inter. J'avais un souci important, c'était d'aller en dehors de la capitale. Je voulais le dire tout à l'heure, j'ai totalement oublié, parce que c'est comme ça, par exemple, que j'ai découvert Simultania. J'ai fait un été sur France Inter une émission sur les lieux en région. Et là, j'ai découvert que à Strasbourg, il y avait un lieu qui existait depuis 1986, je crois. C'était une de mes exigences de quitter Paris, bien sûr, de parler de la Mève, du jeu de paume, de tout, de la Fondation Henri Cartier-Bresson, mais aussi d'aller à Toulouse, etc., à Niort. C'est aussi comme ça que j'ai découvert la Villa Perrochon. C'est très important, cette direction-là, de ne pas rester à Paris uniquement. Non, mais ça, moi, je l'ai aussi un petit peu en tête et effectivement, en fait, c'est vrai que c'est par notre entourage qu'on découvre des choses et qu'on s'instruit, mais il faut sortir de son cercle. Et moi, c'est aussi ce que j'essaye un petit peu de faire. J'essaie d'aller à Metz, à Bordeaux, enfin, en tout cas, un petit peu de sortir, parce qu'en fait, en restant dans son cercle, mais je pense que dans tous les cercles, au bout d'un moment, on parle à des gens qui nous connaissent déjà et on donne pas la parole à d'autres projets qui en valent le coup. Et je pense qu'à Paris, on a un peu ça qui est amplifié parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Je suis en tout cas, c'est vrai que moi, j'essaie aussi de sortir de Paris et de sortir de France aussi. En tout cas, c'est un peu la trajectoire que je voudrais avoir. C'est de montrer qu'on a des ponts. Et vous avec allez où, alors ? Vous avez envie d'aller où ? On va inverser les rôles. J'ai prévu d'aller en Italie en juin et du coup je vais aller à Milan. J'ai prévu de rencontrer quelques personnes à Milan et je vais aller à Londres pour Photo London et du coup je suis en train de prévoir de rencontrer des personnes. Il y a aussi des gens à Bruxelles et aux Pays-Bas que j'aimerais bien voir parce que l'année dernière j'étais au Japon pendant 1 an et du coup j'ai pu rencontrer des personnes qui ont quand même changé pas mal qui m'ont changé un peu mon point de vue sur des choses et je me rends compte que sortir de Paris, sortir de la France, ça permet d'ouvrir. Et sur la photo en fait on en parle différemment mais on est quand même sur les mêmes on parle le même langage, un langage bien sûr. En tout cas Vous êtes allé à Kyoto ? Oui, bien sûr. Ah, oui. Du coup, pendant 1 an, on était au Japon et j'ai fait 6 mois à Tokyo, 6 mois à Kyoto. Et du coup, à Kyoto, j'étais pendant la foire Kyotographie, donc j'ai pu bien sûr profiter de cet événement qui est incroyable. Ouais. Quand j'étais à France Inter, moi, je suis allée à Moscou. Je suis au musée, je sais plus comment il s'appelle, le musée de la photographie à Moscou. Je suis allée en Chine aussi. C'est quand même passionnant et fabuleux d'aller voir là-bas ce qui se passe au niveau de la photographie, et tout ce qui peut se passer aussi en Chine, notamment avec la censure. Enfin bon. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, en France, en tout cas, moi, je m'étais pas rendu compte à quel point j'étais ancrée sur le modèle qu'on a en France des musées qui sont là depuis toujours presque. Et dans des pays plus récents en termes d'histoire, comme la Chine ou même le Japon, je me suis rendu compte que ils ont des musées qui sont, enfin pas tous, mais dans certaines disciplines, qui sont plus récents que chez nous. Donc les collections sont différentes, tout est différent. Donc moi je trouve ça passionnant d'ouvrir. Oui. Et quand on parle de photos, on parle de culture. Enfin en tout cas moi c'est aussi ce qui m'intéresse. Donc absolument. Donc effectivement, sortir de Paris, je trouve que c'est très riche. C'est très riche et puis c'est important de soutenir des lieux effectivement qui n'ont pas accès aux médias. Il y a vous parlez de la photographie, des acteurs du monde de la photo, mais qui dans les médias parlent vraiment de photos il y a des journalistes évidemment, tous les journalistes du monde, Libé, l'Humanité, c'est aussi une histoire de soutien de soutien. Ma dernière question, comment on parle à des journalistes sans être trop maladroit? Vous voulez dire comment on parle sur un message téléphonique ou par mail? Parce que c'est différent. Alors, c'est vrai que si on a le téléphone, c'est qu'on a quand même déjà passé une étape, mais...
Pour écrire à un journaliste ou pour lui parler via Instagram ou via le téléphone, je pense qu'il faut être le plus honnête possible, le plus direct et le plus, j'allais dire intime, je trouve pas le mot, mais il faut vraiment donner envie à la personne qui va lire d'aller jusqu'au bout du mail déjà et d'être honnête, d'être franc, de pas aligner un nombre de prix ou de décorations, de dire quel est le propos, quel est le sujet de la série, que la personne ait envie de la regarder. Voilà, un truc court. Et puis ensuite, si la personne a envie de regarder le portfolio, c'est déjà gagné. Et puis si la personne a envie de répondre, c'est encore mieux. Par exemple, je vous parlais d'un message Instagram que j'ai reçu hier, où on me demandait de participer à une campagne de post pour aider au crowdfunding. Eh bien, j'ai répondu tout de suite parce que le message était super, quoi. La personne me parlait de lui très simplement, me donnait l'idée de la série et me disait est-ce que c'est possible, et je lui ai dit non. Mais voyez. Et puis si par exemple le jeune photographe rencontre quelqu'un dans un ascenseur et que dans cet ascenseur, il y a 2 minutes de montée et qu'en 2 minutes, le jeune photographe doit expliquer son sujet à cet acteur du monde de la photographie, il faut aller droit au but, dire voilà mon sujet, prendre un exemple avec une photo et basta. Je pense qu'il faut être rapide et concis et donner envie, mais c'est bien compliqué parce qu'on est assommé par le nombre de mails qu'on reçoit, par les demandes, par les messages, par les attachés de presse, et c'est très compliqué quand même. Puis je pense que c'est pas si simple d'être si honnête que ça, parce qu'on a envie de montrer la, entre guillemets, meilleure image. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est entre avoir cette honnêteté et tout en restant simple et dépouillé, en tout cas dans son discours. Oui, dépouillé, c'est un mot intéressant, tiens. Je le garderai pour une prochaine fois. Simple et dépouillé. Parfait. Et merci beaucoup. Et puis j'invite toutes les personnes qui écoutent ce podcast à écouter voir. Absolument. Merci. Merci Marine, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. En note de cet épisode, vous pourrez retrouver un lien d'inscription pour recevoir très prochainement une newsletter avec des contenus exclusifs sur le podcast. Aussi, vous pouvez m'aider à faire connaître le podcast en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!